Les élus de la ville de Grande-Rivière, tout comme son équipe administrative, ne manqueront pas de travail en 2026. C'est du moins ce qui ressort d'une entrevue accordée à TVRP par son maire, M. Gilles Cyr, et par son directeur général, M. Kent Moreau. Lors de cet échange, pour le moins enrichissant, il a été question du budget à venir, de la gouvernance administrative et de ses défis, de même que des projets de construction d'unités de logement à venir, entre autres. Bonne écoute. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, bienvenue à notre réunion mensuelle. Donc, c'est pas une première pour moi d'avoir Monsieur le directeur général de Grande-Rivière, Kent Moreau. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de différents thèmes. On va parler logement, compteur d'eau, budget, et des petits vœux de Noël et des fêtes avant. En terminant, parlons du mandat qui commence. Il y a plusieurs défis. Peut-être que Monsieur le maire voudrait ouvrir le sujet aujourd'hui. On a un mandat qui s'ouvre. Ça ressemble à quoi un nouveau mandat? Bien, écoutez, au niveau du nouveau mandat, comme vous pouvez constater, là, maintenant, on a 3 nouvelles conseillères là, à la table, donc majoritairement de l'élus au niveau féminin. C'est sûr qu'il va y avoir une petite période d'adaptation, puis c'est tout à fait normal. Les nouvelles conseillères, ils nous interpellent pour être en mesure de connaître l'ensemble des projets. Donc, au tout début, ce qu'on a pris le temps, c'est de leur faire qu'ils prenaient connaissance un peu politique MADA, politique familiale, au niveau de la planification stratégique. On a échangé aussi sur le PTI, qu'est-ce qui avait été mis en place, prévu. Puis le directeur général prend le temps aussi d'essayer de présenter de façon générale, mais on va organiser des séances de travail. Puis en tant que nous les élus, c'est important, eux aussi, de suivre la formation. Donc dès début de janvier, là, il va y avoir là, des inscriptions au niveau de la formation, au niveau du code d'éthique, déontologique, le rôle de l'élu, ses responsabilités. Puis c'est important aussi que nous, on est des élus, puis il y a la partie administrative. Donc à ce niveau-là, moi je considère que les 6 premiers mois, là, c'est un peu une période d'adaptation. Mais par contre, là, ce qui est important, c'est un bon mélange parce qu'on a des élus aussi que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Quand je pense à Denis, à Léopold puis à Lucie, donc ça fait un bon mélange. Moi, c'est sûr que j'entame mon 3e mandat, donc quand ça a été venu le temps pour, entre autres, la rédaction, le budget, oui, il y a eu une période d'élection, mais le directeur général, là, il avait déjà suivi sa ligne de conduite. Donc, on avait révisé, nous autres, au 30 septembre, un peu l'état des finances de la ville. C'était quoi les prévisions jusqu'au 31 décembre. Puis je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait, là. Donc, tout ça pour dire, c'est que moi, j'ai un peu mes priorités, mais au départ, c'est important aussi de travailler en équipe. Donc, début 2026, on veut, suite à l'adoption du budget, on va aussi être capable de donner un peu les grandes orientations, autant de la ville, mais aussi par district. Parce que je sais que les élus, ils ont en étant à l'écoute de chacun des secteurs, oui, il y a des choses qui ont été mentionnées. Donc, écoutez, là, moi personnellement, là, ça va bien. Mais puis vu que c'est un nouveau mandat, le directeur général, il cite un peu aussi pour exposer, c'est que au niveau du logement, préoccupation au niveau de l'eau potable, donc nous on doit respecter cette normes, orientation des ministères, puis comme que je l'avais mentionné au niveau de la communication. C'est important d'avoir le bon canal, d'avoir la bonne information. Puis ça, aujourd'hui, c'est une première. Là, on est tous les deux ici. Oui. Mais je sais que le directeur est tenu aussi là, de temps en temps de venir, puis de venir exposer les projets là, porteurs, puis est en mesure de donner le maximum d'informations à la population. Oui, parce qu'on oublie souvent, le directeur général, c'est une pierre angulaire dans la gouvernance d'une municipalité. Le rôle est important, là. Oui, mais on y va toujours avec mandat, mais aussi avec les orientations des différents ministères. Comme par exemple, à l'eau potable, l'ensemble des municipalités du Québec a pris des engagements envers le ministère de faire certaines actions, de prévoir aussi à long terme les investissements, pas juste dans le programme triennal en immobilisation, mais sur une plus longue durée, comme de revoir, mettons, refaire des conduites dans 40 ans, comment est-ce qu'on est capable de se payer ça? Fait que là, cette stratégie-là, on a embarqué là-dedans en 2019.
C'était des formations obligatoires pour l'ensemble des municipalités. Puis il y avait certains, tu sais, comme l'installation des compteurs d'eau. Oui, allons-y. Là. Ça en était une. C'était un des moyens. C'est un moyen qui avait été mis en place par le gouvernement, justement, pour se donner des outils de mesure, tu sais, pour mieux identifier les fuites dans l'ensemble du réseau d'une municipalité. Fait que là, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est que c'était pas juste d'installer un équipement dans une maison, c'était de dire aussi, ben, dans cette maison-là, c'est la famille, là, c'est 2 adultes, par exemple, ou 2 adultes, un enfant, puis ici, ils gardaient une personne âgée dans du multifamilial, c'était de voir de mesurer la consommation moyenne d'une famille. C'est pas jouer à la police, là? Non, pas en tout. Fait que là, puis il y avait un pourcentage qui était calculé pour chaque municipalité. Comme nous autres, on devait, avant 2023, ça fait déjà 2 ans, installer 60 compteurs d'eau. Quand même. Là, on est rendu on entend 2026, ouais. Là, puis on n'en a pas un d'installer pour différentes raisons. OK. Mais il y a aussi les orientations, les mandats qui sont donnés par le conseil municipal. Oui, on avait ça à faire. On aurait pu utiliser le projet du prolongement du réseau de la rue du Moulin, rue Bellevue, ouais. Tout ça, pour les installer. Mais par contre, c'était tout un projet. J'étais dans mes premières armes en tant que directeur général d'une municipalité. Puis de commencer avec un aussi gros projet de brancher 129 nouvelles. Puis en plus de ça, ben, nous autres, on a décidé de mettre l'accent. Le conseil municipal, l'orientation, c'était de mettre l'accent, d'assister les personnes qui n'avaient pas nécessairement les revenus à court terme pour pouvoir faire le branchement. C'est pour ça qu'on avait fait un règlement d'emprunt spécial pour qu'une entreprise privée vienne brancher. Fait que ça, c'était des nouveaux moyens qu'on s'était donnés pour permettre à l'ensemble de la population d'être branchée, quel que soit le coût, puis d'étaler ça sur une période de 10 ans. À la lumière, quand même, du manque d'eau qu'on a vécu l'été dernier, pas juste ici, mais dans l'ensemble de la Gaspésie, la dynamique du compteur d'eau, comment ça s'inscrit de manière importante, non? Oui, mais tu sais, si on y va avec les ICI, là, le commercial, l'industriel, ben, eux autres aussi, là, ils ont fait, ils ont changé beaucoup de choses dans leur pratique. Les principaux utilisateurs, c'est nos 2 usines de transformation, puis Marinov, c'est des grands utilisateurs d'eau potable. Avant ça, c'est sûr qu'ils étaient payés, ils payaient là, à l'utilisation au mètre cube, mais il reste que toute utilisation d'eau, ça s'en va soit dans les eaux grises ou tout ça, puis c'est de l'eau qu'on doit traiter d'une manière ou d'une autre. Okay. Fait que il y a certains comportements qui ont été modifiés puis qui ont réduit de beaucoup la consommation de l'eau. Fait que ça, c'est un enjeu majeur. Oui, enjeu majeur, puis je pense que les gens ont pris conscience que tu n'utilises pas une hausse pour rien. Non. Fait que je pense qu'on a fait une bonne conscientisation, puis on a une bonne participation des gens, sauf qu'il y a toujours la petite notion de peur que d'installer un compteur d'eau dans une maison, c'est qu'éventuellement, c'est pour le taxer, puis c'est pas nécessairement ça. C'est plus un outil pour la municipalité pour mieux déterminer le nombre de fuites. Parce que à chaque année, dans la stratégie québécoise d'eau potable, on doit, déclarer les investissements qui ont été faits, puis aussi quels sont les moyens. Mettons une école primaire, est-ce on laisse des champlures, parce qu'il y a des champlures automatiques, mais aussi, quand les gens me laissaient un permis de construction, on donnait un kit d'économisateur pour économiser l'eau dans les douches, tout ça, on donnait ça automatiquement. Ça, c'est un moyen de la stratégie d'eau potable, pour conscientiser les gens à mieux consommer. OK, je termine le volet de ça. Que dit la législation? Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir des compteurs d'eau partout d'ici telle date? Est-ce que là, présentement, c'est sûr que notre municipalité, on est non conforme parce qu'on n'a pas réalisé ce volet-là dans la période dans laquelle on s'était engagé. Okay. Mais ça a un impact financier, c'est que demain matin, on voudrait prolonger, faire un projet comme on a fait dans la rue du Moulin. Ben là, on a 20% d'aide financière de moins de nos ministères. Fait que là, ça a un impact majeur. Fait que là, le gros projet, c'est celui-là, on l'a réalisé.
Mais par contre, on a d'autres projets de développement avec des nouveaux projets domiciliaires où si on avait besoin d'une aide financière, mais aujourd'hui, en 2026, c'est 20 % de moins d'aide financière. Parlons-en de logement, justement. Là. Ça s'annonce comment, M. le maire? Bien, au niveau du logement, là, présentement, là, on a déposé 2 projets, dans le FAC 3, dans le FAC 4. C'est des projets là, au niveau de GAF gagnant avec la SHQ, avec la Société de développement de l'Est. On a aussi d'autres promoteurs qui sont manifestés, dans lesquels on a des discussions avec eux pour faire du développement résidentiel. Donc, c'est sûr qu'un projet de développement, il y a des obligations autant du promoteur puis des engagements autant de la ville. Donc, mais je vous dirais que ça va bien. Puis, nous, la ville, on est propriétaire aussi de certains terrains dans lesquels on veut exploiter. Donc, écoutez, je pense que 2026, là, ça va être une bonne année là, pour entamer des projets, sauf que souvent, en amont d'un projet, bien, il y a toujours d'investissements à faire. Donc, c'est pour ça que nous, c'est important dans le PTI, prévoir, par exemple, des montants, des 75 des 100 000 juste en avant-projet, faire les études, etc. Puis ça, c'est un peu les ministères qui nous le demandent. Mais il reste que quand on fait un développement locatif, ben, ça amène aussi des revenus à la ville. Là. Puis quand souvent que je parle un peu de projet de diversification économique, là, c'est juste pour moi mentionner comme l'inauguration du hub d'innovation. Ben, nous, là, c'est sûr que c'est un projet qu'on a créé depuis 2018. On avait donné certains avantages financiers, sauf que le hub qui est là présentement, ben, ça permet à la ville aussi d'aller chercher des revenus additionnels. Puis je vous dirais que ces revenus additionnels-là, dans le cadre pour l'élaboration du budget 2026, c'est intéressant parce que d'un autre côté, étant donné que le directeur général a maintenu la ligne de conduite, on voulait s'assurer de réduire les dépenses jusqu'au 31 décembre. Puis les revenus additionnels bien, font en sorte que je pense que la ville de Grande-Rivière, je pense que les gens vont apprécier là, le budget qui va être annoncé là, en début 2026 parce que suite à l'élection, il y a toujours possibilité de reporter. Donc, mais étant donné que j'ai 3 nouvelles conseillères, on voulait prendre le temps de s'asseoir avec eux, de répondre à leurs questions, puis d'être en mesure aussi de leur expliquer un peu les orientations. Parce que dans le PTI, nous, le logement, c'est super important. On veut aller de l'avant. Puis, comme ce que Ken disait tantôt, bien, c'est sûr qu'à partir de 2026, là, on va mettre en place là, la réglementation, comme quoi que toute demande de nouveaux permis à Grande-Rivière, on va travailler en partenariat pour faire en sorte là, qu'il y ait des compteurs d'eau soient installés pour être en mesure de répondre à la norme, parce qu'on a tout le temps 10 à 12 nouvelles là, résidences qui s'établissent à Grande-Rivière par année. Donc, c'est important. Là, moi, là, je vous dirais qu'on a 90 là, en 8 ans. Là, donc, c'est intéressant, même avec la période du COVID, qui a juste eu 3 maisons là, qui ont été construites. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant parce que 90 maisons, là, on ne veut pas, là, à 2500 à 3000 $, là, comme vous pouvez voir, c'est pratiquement 250 000 de revenus supplémentaires. On a le développement Jonca, la deuxième phase. Donc, on a des besoins, on travaille fort là-dessus. Puis, il y a le regroupement de l'OMH aussi, là, qui va être un facilitateur parce qu'il va y avoir, au lieu d'avoir 2 directeurs généraux, on va en avoir un, on va avoir des ressources qui vont nous appuyer aussi pour s'assurer d'être en mesure de mettre du logement abordable pour la classe moyenne. Donc, c'est des beaux dossiers. Écoutez, puis d'un autre côté, je sais que pendant la période électorale, on a beaucoup parlé de la situation financière. Allons-y. Bien, je veux juste vous mentionner, là, si vous regardez un peu les médias, il y a certaines municipalités qui ont déjà annoncé un peu les budgets. Donc, la ville de Passepébiac, la ville de Bonaventure, que je considère un peu des villes similaires, mettons, à Grande-Rivière. Donc, Passepébiac, on parlait même de 7 à 15 %. Donc, puis, à Bonaventure, c'est 4,1 %. Puis, si vous regardez, bien, leur dette nette, eux, c'est 14 millions. La dette nette, c'est 14 millions. Donc, on est 2 villes comparables. Puis moi, dans mon règne, dans les 8 ans, malgré les investissements qui ont été faits, la dette nette de la ville de Grande-Rivière est 8,1. Notre richesse là, foncière là, uniformisée est de 311 millions. Puis notre ratio est 2,7. D'accord. Donc, 6 millions avec tous les investissements qui ont été faits. Il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. L'expérience vécue aussi pour le développement de GAF gagnant. On connaît l'ensemble des étapes qui étaient demandées par l'ensemble des ministères
pour s'assurer d'aller chercher le maximum de subventions. Donc, le travail qui a été fait avec GEF Gagnon, là, on a 2 projets qui sont en allant présentement, puis on est en attente de réponse. Mais il reste que cette expérience-là, acquise là, autant par l'administratif, va faire en sorte que pour les prochains projets, là, je vous dirais que je pense qu'il y a une bonne expérience qui a été acquise, puis ça a pris du temps, New Richmond, de décoller des projets, mais suite à la lancée, puis aujourd'hui, là, je pense qu'il y a beaucoup de logements locatifs, mais on travaille aussi avec les mêmes promoteurs, puis on a un beau projet là, qu'on veut mettre en place là, dès 2026 avec eux. On parle de combien d'unités à peu près? Disons d'ici 2, 3, 4 ans, vous avez combien d'unités en tête, là? Moi, personnellement, là, je vous dirais là, que si on pourrait réussir là, à 100 unités locatives là, pour les 4 prochaines années. Là, je pense que c'est un bon livrable. C'est un bon livrable. Donc, mais à court terme, là, on parle de 24 unités de logements abordables, puis on serait capable d'y aller 2027. Peut-être 2026 aussi, là, dépendamment comment ça va rouler, mais le même nombre d'unités pour des appartements plus luxueux un peu. Ouais. Oui, donc on a un large spectre de la clientèle, à la fois logement abordable et luxueux. C'est sûr que dans un autre contexte, là, de toujours être en mesure de respecter aussi la capacité financière de la ville, puis de s'assurer de maximiser là, le maximum d'aide financière qui peut être à notre portée, puis de répondre à certaines clientèles, en tant que petite municipalité, on n'est pas la ville de Gaspé, là. Parce que je veux juste dire que souvent, là, on doit y aller avec le budget. Donc, on a un budget de 7,5. Donc, au niveau de certains crédits, là, on ne doit pas dépasser, mettons, le 1 Donc, il y a plusieurs formules administratives qu'on doit respecter. Puis, on est une petite équipe. On est une petite équipe. Donc, on veut juste s'assurer, là, on a des consultants qui travaillent avec nous. Mais écoutez, là, moi, là, ce que je veux juste rassurer les gens, on fait ça là, dans des paramètres là, qu'on pense qui est réalisable. Puis malgré qu'on a besoin de 232 unités qui avaient été mentionnées dans une étude de Raymond Chabot-Gouin-Totten, moi je considère que si on est capable de faire 100 unités locatives, que ce soit pour luxueux ou pour les professionnels, que ce soit pour la classe moyenne ou la clientèle vulnérable. Puis, parallèlement à ça, les demandes de permis résidentiels qui sont en moyenne de 10 par année, puis les incitatifs financiers qu'on a mis en place pour les gens qui veulent faire une nouvelle unité pour un type de subvention. C'est tous des petits incitatifs qui ont été mis en place dans un objectif d'aller de l'avant, mais au niveau du logement locatif, moi, j'aimerais, là, je pense qu'une centaine, là, puis ça, là, je dirais, là, ça, c'est mon objectif, mais on va regarder aussi avec la ville. Mais présentement, toutes les discussions, je pense, avec l'expérience qu'on a acquis, puis on tombe aussi dans un contexte aussi électoral, provincial, là, dès 2026. Donc, hier même, on a eu une discussion avec le député, là, où on y a expliqué un peu l'ensemble des projets. Ce qui est intéressant aussi, une ville, là, c'est que moi, je veux pas, ça fait 2 mandats que je suis là. On a déjà des mandats, des projets qui est en cours et qui est dans la machine. T'sais. On fait des suivis. Juste pour l'histoire du réseau cellulaire hier, c'est sûr que, semblerait-il que malgré qu'on dénonce puis que TELUS dise oui, la situation est ça, c'est comme si le privé dit on va agir si éventuellement on a le financement. Donc, comme si que le gouvernement sera en otage, même la population, mais nous, on n'est pas arrêté là. On avait déjà travaillé sur une option B dans laquelle que le directeur général a fait part. Donc, on va avoir des rencontres prévues en 2026 pour s'assurer que d'ici 2027, qu'on peut avoir peut-être une mesure alternative pour s'assurer d'avoir un bon réseau cellulaire à la ville de Ronde-Vière. Parfait. Donc, je résume. Vous avez quelque chose, non? Ça va? Non. Pour le budget, donc, vous avez les finances de la ville se portent bien, relativement bien, si j'ai compris. Il y a un budget qui s'en vient. Le logement, il y a des projets. Puis, donc, une année 26, sinon 27, assez active. Donc, moi, ça me va. Peut-être des vœux, peut-être avant, dans quelques jours, c'est Noël. Il y a la bonne année aussi. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot à la population de prudence? De prudence, oui. De collaboration aussi dans les activités de déneigement. Oui. Mais peut-être que je commencerai par mes employés. Allez-y. Les employés que je pense qu'ils embarquent dans tous nos projets. S'il y a du développement, on essaie de faire autrement, de faire plus avec moins.
Par exemple, dans la construction des réseaux, on implique très souvent, plus souvent qu'autrement, les employés des ouvriers des travaux publics. Puis c'est ce qui nous permet de faire à moindre coût des travaux qui permettent le développement. Ça, on est sorti un peu de la zone de confort des employés là, avant 2018. Ouais. Ça fait en sorte que au niveau de la gestion, c'est différent. On passe, faut déclarer ça à la CCQ, tout ça, mais c'est tout ce que les nouvelles mesures, là, nos employés, on leur présente. Ce qu'un ouvrier faisait avant, c'est leur travail a été modifié. Il y a eu des décisions au niveau du gouvernement, au niveau de la MRC, qu'il y a des entrées d'argent qui n'étaient plus là. On a dû réorganiser nos activités. Puis je pense que les employés de la ville ont toujours été au rendez-vous. De dire, malheureusement, on n'a plus d'argent pour ça. On vous demande de modifier un peu vos tâches, puis ils ont toujours été au rendez-vous. Puis c'est pour ça aussi que oui, on a un bon conseil municipal, mais le fait d'avoir des bons employés qui sont engagés, puis ça, j'ai pu le voir dans le temps de la COVID, où est-ce qu'on avait fait, notre moyen, c'était de faire une horaire un peu en rotation, partagée pour assurer le service, mais en même temps respecter les normes sanitaires. Mais je te le dis, c'était une bataille pour pas que les employés rentrent au bureau. T'sais, ils voulaient rentrer au bureau, ils étaient bien, tout à part qu'ils sont bien dans leur milieu de travail. Donc, à tous ces employés qui travaillent au mieux-être de notre collectivité, là, je leur souhaite un très joyeux temps des fêtes, qui en profitent avec leur famille, puis à toute la population aussi, à qui on a à travailler avec eux autres au quotidien. Des fois, des situations pas faciles, parce qu'on trouve toujours une solution en communiquant. C'est de la communication, c'est toujours là. Donc à tous, joyeux Noël. Vous allez sûrement sortir la guitare, vous êtes musicien. Oui. Voilà. Monsieur le maire? Ben écoutez, moi, de mon côté à moi, je veux juste dire à la population, oui, on a fait nos vœux. Je sais que le maire suppléant est venu aussi, M. Baudin, Puis tantôt, dans ton entrée, tu disais, Monsieur le maire, mais je veux juste faire part aussi à la population. Le maire, là, nous autres, on est élus pour 4 ans. Donc j'entends mon 3e mandat. Donc, puis c'est sûr que moi et Ken, on est comme arrivés les deux, puis on a essayé de mettre un peu là, côté politique, je m'en occupe, la partie gestionnaire, administrative, c'est Ken. Donc on s'est mis un peu une barrière, puis on a essayé de respecter ça. Mais au sein d'une ville, là, la personne la plus importante, pour ma part à moi, c'est le directeur général. C'est le directeur général parce que c'est lui qui est à la barre. Nous, on le conseille, on prend des orientations, on prend des résolutions, puis lui, il doit les exécuter. Donc, puis on essaie de faire ça dans une contrainte d'une petite municipalité. Donc, effectivement, moi, je tiens à remercier autant le côté administratif, autant les employés, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très exigeant, je le sais, mais je pense que malgré une petite ville, moi, je considère que dans les 8 dernières années, il y a eu des beaux investissements. Puis là, aujourd'hui, on s'est donné des objectifs de services de proximité. Mais étant donné qu'on est dans la période des fêtes, je profiterai de l'occasion. C'est que, si les gens, s'ils ont le moyen, puis s'il y a du temps, on a un bel organisme, garde-manger ici à Grande-Rivière. Absolument. C'est que les gens, là, je pense qu'ils sont là aussi, recueillir les dons. Oui. Moi, là, malgré que je suis bien occupé, je suis quelqu'un qui s'implique. J'ai très à cœur aussi le bien-être des enfants. Donc, on a mis en place une fondation chinoise Grande-Rivière Élan Jeunesse, dans laquelle, depuis 2 ans, on a réussi à mettre un montant de 25 000 $. Notre objectif, c'est 100 000 pour s'assurer que les jeunes de l'école Bon Pasteur puis de la polyvalente puissent avoir certains services de base. Puis il y avait une initiative aussi de la commission scolaire René Lévesque, Fondation Étincelle Jeunesse, dans laquelle ils voulaient s'assurer d'avoir un représentant à Rocher-Percé. Donc, écoutez, je suis là le représentant. L'objectif, c'est de ramasser 1,5 million pour s'assurer que tous les enfants sur le territoire de la commission scolaire René Lévesque, que ce soit de Matapédia, que Rocher-Percé, on a pratiquement 1 million de ramassés présentement. L'objectif, c'est 1,5. Okay. Nous, dans Rocher-Percé, notre objectif, c'est recueillir un montant de 200 000. Donc, on travaille là-dessus. Je considère là, que beaucoup de connexions qui ont été faites. Dès le début janvier, les gens veulent nous rencontrer pour vraiment embarquer. Mais écoutez, on fait ça pour les enfants. Là, c'est sûr que il faut prendre le temps, mais c'est un bon geste parce que, veut pas, la jeunesse, là, c'est notre progéniture.
puis de s'assurer au moins de permettre aux jeunes d'avoir pratiquement au minimum les mêmes conditions. Au niveau de l'étude, pour leur donner une chance, là, malgré le contexte économique, contexte familial, mais que le jeune ne soit pas pénalisé, qu'il puisse au moins avoir le minimum de chances de participer, de ne pas être exclu. Donc, moi, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur. Donc, je suis très pro-développement économique, mais ce que je vous dirais au niveau des jeunes, ça m'interpelle beaucoup. Donc, là-dessus, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Thierry, je te remercie beaucoup parce que tu es là, tu prends le temps d'exposer les projets. Je pense que tu fais ça d'un côté très, très professionnel. Je tiens à féliciter aussi l'équipe là, de Bleu FM. Donc, on est toujours là. On va être là les 4 prochaines années. Puis comme pour les 4 prochaines années, comme mentionné, le directeur général va être ici plus souvent. Puis je pense que c'est important que les gens là, se fient au canal de communication du directeur général. Ça, c'est super important. Donc, quand vous entendez des choses, ça vous interpelle, vous avez des questionnements, je vous invite à appeler à la ville. Puis l'information qui vient de la ville, c'est la bonne information. Ouais. Puis 2026, quand on dit dans les souhaits de santé, là, ça, c'est important parce que la santé a déstabilisé notre équipe avec notre directeur des travaux publics, qui était aussi le directeur des loisirs, qui a quitté son poste dans le dernier mandat. Ça, c'est un poste que j'ai dû, en attendant d'engager les personnes puis de combler ces postes-là, que j'ai comblé pratiquement les 3 postes pendant une période de 53 semaines. Puis ça déstabilise une équipe. J'imagine. Puis au niveau justement de la conformité qu'on a, des seuils de conformité qu'on a à atteindre pour les ministères, puis que tu occupes tous ces postes-là, là, déjà là, le poste de directeur général, c'est assez consistant comme poste. Je comprends donc. Puis il y a tout le temps des nouvelles réalités qui arrivent des ministères. Mais la santé, là, je me suis aperçu que c'était une valeur qui est plus qu'importante, pas juste dans notre quotidien, mais au niveau professionnel. Puis d'avoir tenu la barre, je pense que je suis fier de l'avoir tenu puis d'avoir remplacé ces postes-là. Mais je peux vous dire que je suis content de revenir à un rythme de vie normal. Puis on ne s'est pas trop aperçu que la ville a été déstabilisée par ces postes qui n'étaient pas complets. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous deux, à l'ensemble de votre équipe, à l'ensemble de la population de Grande-Rivière au nom de TVRP. Puis bonne année, en espérant qu'on se revoit l'année prochaine. Merci. Ça fait plaisir. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour aller lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.